Après avoir traité de l'Asie du Sud, le monde indien, nous arrivons dans l'Asie de l'Est, c'est-à-dire le monde chinois. Nous allons décrire quelque peu ce que nous entendons par monde chinois. Nous allons aussi examiner ce monde dans son cœur, c'est-à-dire la République populaire de Chine, en regardant ce que j'appelle ici ses façades, ses marges, au nord comme au sud, et surtout sa façade maritime. Nous allons entrer encore plus au cœur de cette Chine en suivant le cours du grand fleuve, le Yangtze, le Shangjiang, en nous arrêtant sur un immense projet industriel, celui du barrage des Trois Gorges. Ce qui va nous amener à parler bien sûr de l'importance de l'industrialisation de la région, des grands pôles et des grands axes industriels, tant en Chine qu'au Japon, en Corée ou à Taïwan. Nous allons aussi regarder d'un peu plus près le cas assez particulier au plan géopolitique de la partition de la Corée, de ce que nous allons appeler ici la dualité coréenne, pour ensuite regarder, comme d'habitude, le cas d'une ville, ici une ville tout à fait exceptionnelle, Hong Kong, que nous allons qualifier ici de portier capitaliste de la Chine. Pour ensuite, s'agissant de capitalisme, regarder de près, dans le cadre de nos thèmes transversaux, le cas de l'industrie automobile dans le monde. Le monde chinois, c'est bien sûr d'abord la République populaire de Chine, mais aussi ses voisins que sont la Mongolie, la Corée du Nord, qui a, elle, comme voisin la Corée du Sud, et les voisins maritimes, n'est-ce pas, que sont le Japon et Taïwan. À ne pas oublier aussi, bien sûr, à l'intérieur de cette République populaire, les cas de Hong Kong et de Macao qui ont été intégrés au territoire de la Grande Chine en 1997 et en 1999. Tout cela compte pour 1,5 milliard d'habitants environ, sur près de 12 millions de kilomètres carrés, ce qui donne une densité moyenne de 125 habitants au kilomètre carré. Pour le cas de la Chine, environ 130. Vous voyez que ce sont des moyennes qui ne sont finalement pas très élevées. Si l'on compare à l'Asie du Sud, rappelez-vous, 280 habitants au kilomètre carré de moyenne. Il y a bien sûr le cas du Japon, les 300 habitants, et surtout Taïwan à 600. Mais à retenir donc, l'Asie orientale, l'Asie de l'Est, le monde chinois est moins densément peuplé que le monde indien. Ce monde chinois se caractérise par une unité culturelle autour de ce qu'on appelle la culture chinoise, dont le premier élément fondamental est bien sûr l'écriture. Une écriture fondée sur une évolution du recours au pictogramme vers le recours aux idéogrammes, finalement aux caractères. Donc, ils n'ont plus la valeur symbolique du pictogramme, n'est-ce pas? Et l'adoption de ces caractères en dehors du territoire chinois proprement dit s'est faite en Corée, au Japon, au 5e et au 6e siècle de notre ère, ce qui nous permet de parler d'un parallèle culturel ou d'une unité culturelle. Japon, où on a cependant inventé des caractères spécifiques à compter du 9e siècle, ceux qu'on appelle les kana, alors qu'on a gardé les caractères chinois, kanji, qui sont mutuellement compréhensibles, même si au point de vue phonétique, ils ne sont pas identiques entre le chinois et le japonais. À souligner que dans le cas de la Corée, on est passé à un alphabet spécifique à compter du 15e siècle, un alphabet qu'on appelle le Hangul. Au-delà de l'unité culturelle linguistique, à l'échelle historique, fondamentalement, l'unité autour de la philosophie et des croyances religieuses. Genre, essentiellement, s'est développé autour des 5e et 6e siècles avant notre ère, avec le taoïsme de Lao Tzu. Lao Tzu qui est né environ en 570 avant notre ère, qui est mort en 490, une longévité assez remarquable pour l'époque, n'est-ce pas? Qui a mis au point un système de pensée très spirituel, qui a été suivi par Confucius, qui a donné donc ce qu'on appelle le confucianisme, maître Kung-Fu-Tzu, qui a mis au point un système de pensée, beaucoup plus pragmatique, sur lesquels est venu se greffer le bouddhisme beaucoup plus tard, bouddhisme qui est né à la même époque, au 6e siècle, n'est-ce pas, avant notre ère, on a dit, en Inde, sur les marges de l'Himalaya, qui a pénétré en Chine au 3e siècle avant notre ère et qui a, en quelque sorte, amené un élément plus tolérant. Tout cela est à mettre en parallèle avec l'apparition des grands systèmes de pensée dans le bassin méditerranéen, plus particulièrement en Grèce, notamment avec Anaximène qui est né à peu près à la même époque que Lao Tzu et Kung-Fu-Tzu, et puis bien sûr un peu plus tard, ou plus récemment, Hérodote, n'est-ce pas, ce grand géographe historien, un peu ce philosophe de la Terre, n'est-ce pas, et puis bien sûr plus tard ensuite, Platon, qui a formé Aristote, qui a lui-même formé, comme vous le savez, on l'a souligné, Alexandre le Grand, ce grand conquérant, ce guerrier très dur, mais aussi cet humaniste, n'est-ce pas? La religion chinoise, ceci dit, qui résulte de tout ce que nous avons évoqué, des influences philosophiques et pragmatiques, donne un résultat qui nous permet de parler d'une croyance syncrétique et beaucoup plus d'une philosophie de la vie que d'une religion proprement dite.
et qui est à différencier, ceci dit, du shintoïsme japonais, qui lui est une religion beaucoup plus animiste, beaucoup plus près donc des dieux de la terre, en quelque sorte. Ensuite, autre élément fondamental de la culture dite chinoise ou du monde chinois, une unité autour de ce qu'on peut appeler la civilisation du végétal, une civilisation fondamentalement paysanne, fondée sur la prééminence du recours à la riziculture, à la théiculture, à l'élevage du ver à soie, qui est fondé bien sûr sur l'utilisation des feuilles du mûrier et sur le recours systématique dans la construction, dans l'irrigation et même dans l'alimentation du bambou. Bon, donc civilisation végétale, ça veut dire riz, thé, bambou, mûrier. Par opposition à une civilisation, par exemple, du monde de l'Asie centrale ou de l'Asie du Sud, où là, l'élevage, notamment bovin, est prédominant. Dans le monde chinois, c'est beaucoup plus l'élevage du canard, associé donc à la civilisation du végétal qui prédomine. Cette civilisation paysanne demeure très importante à travers toute l'histoire. Elle pratique une agriculture intensive, très sophistiquée, obtenant de meilleurs rendements, avec le résultat que, d'une façon générale, la pauvreté, bien qu'elle soit importante en monde chinois, est moins profonde qu'en Inde. Des chiffres contemporains, l'espérance de vie est plus élevée en Chine de façon notable. L'alphabétisation est beaucoup plus avancée que dans le monde indien. Et puis l'indicateur de développement humain, une donnée récente, là aussi, place la Chine loin en avant de l'Inde. Ceci dit, cette agriculture productive, elle repose sur une utilisation moins large du territoire, moins intensive à l'échelle des proportions. C'est-à-dire que vous vous rappelez, on a montré combien en Inde, la moitié du territoire est consacrée à l'agriculture. Dans le cas de la Chine, ce n'est que 10%. Ceci dit, la Chine est 3 fois plus étendue que l'Inde, faut pas l'oublier. Le Japon, c'est 13%, la Corée, c'est de l'ordre de 20%, et Taïwan, de l'ordre de 25%. Dans ces 3 derniers pays, il faut le rappeler, c'est ici que l'on obtient les rendements rizicoles les plus élevés au monde. Enfin, cette agriculture est essentiellement vivrière. Il y a très peu d'agriculture de plantation qui se soit développée du type de celle qu'on a vue en Inde et qu'on évoquera au sujet du sud-est asiatique pour l'exportation. Autre élément important, à l'échelle historique, une grande autonomie, au plan politique, bien sûr, mais aussi au plan culturel, on l'a laissé entendre, alors qu'au plan politique, il faut souligner qu'au-delà donc de cette unité et cette autonomie culturelle liée étroitement à une langue très spécifique, très riche, très autonome, la langue chinoise et ses cousins, n'est-ce pas? Une autonomie politique qui est liée notamment au fait que la pénétration coloniale a été beaucoup moins poussée que dans le monde indien. Le Japon n'a jamais été colonisé, la Chine n'a été que sur ses marges avec les traités, les ports, n'est-ce pas? Mais fondamentalement, la marque coloniale était beaucoup moins importante. Ce qui caractérise ici la Chine, c'est la puissance et l'autonomie par rapport à l'Occident et le Japon surtout. Le Japon qui a remporté une grande victoire militaire en 1905 dans le détroit de Tsushima contre les Russes, qui a remporté ou a failli remporter une victoire ou une série de victoires dans le Pacifique au début de cette guerre qui a commencé en décembre 1941. Le Japon a pris les devants. Bien sûr, il a subi la défaite en 1945, mais il a quand même tenu tête à la plus grande puissance militaire de l'histoire pendant près de 4 ans. La Chine, qui a tenu tête à l'URSS sur le plan idéologique dans les années 60-70, et puis le Japon, qui au plan économique demeure quand même le principal rival des États-Unis dans le monde. On est, il ne faut pas l'oublier, ici dans le monde des républiques populaires, Mongolie qui était communiste en 1924, bien sûr qui est devenue démocratique dans les années 90, la Corée du Nord communiste à compter de 1945, et puis bien sûr la République populaire de Chine, fondée en 1949. Une région enfin qui est largement, ou enfin plus industrialisée que toutes les autres régions non européennes dont nous avons parlé. Si on le mesure en termes de population active dans l'industrie, des pays tels que le Japon, la Corée et Taïwan sont loin en avant d'à peu près tout ce que nous avons vu. Un commerce extérieur aussi de plus en plus présent dans le monde. Celui du Japon, la Corée, Taïwan et Hong Kong sont établis depuis longtemps. Hong Kong qui fait partie de la Chine mais qui est distincte en plan économique à plusieurs égards, et une Chine dont le poids économique mondial ne cesse de s'accroître à un rythme plus élevé que celui de la plupart des pays donc non européens. Un niveau de vie aussi en moyenne plus élevé, on l'a laissé entendre, la Chine est quand même moins pauvre que l'Inde, il y a du chemin à faire bien sûr pour améliorer la condition de vie des Chinois, mais il est moins long que celui que les Indiens auront à parcourir. Cette région est donc devenue un des pôles les plus dynamiques de l'économie mondiale, sinon le pôle dynamique le plus important, dans un contexte où il faut donc bien observer et surveiller l'expansionnisme économique chinois, tout comme on pourrait parler de son expansionnisme territorial. Il faut rappeler que la Chine moderne s'est formée en avalant le Tibet en 1950, que Hong Kong et Macao ont rejoint le giron de la Grande Chine en 1997 et 1999, et que Taïwan est quand même sous la surveillance étroite de la Chine, de la République populaire, qui réclame sa réintégration au territoire national. Tout ça dans un contexte où la poussée diplomatique et même militaire de la Chine dans la mer de Chine méridionale est aussi à surveiller.
De tout temps, les Chinois se sont considérés comme occupant le centre du monde, comme étant entourés par des barbares, un peu comme les Grecs anciens, n'est-ce pas? Et le terme par lequel les Chinois désignent leur milieu, leur pays, c'est précisément celui d'Empire du Milieu, c'est-à-dire Chung Kuo, Chung qui veut dire milieu, et le caractère qui désigne la Chine, des caractères monosyllabiques, donc Chung représente en fait un quadrilatère traversé par un trait. Quoi qu'il en soit, donc cette Chine, c'est Chine classique, c'est la Chine des basses terres, c'est celle donc du centre du monde entourée par les barbares. À l'échelle historique, cette Chine, on peut en identifier son début au XVe siècle avant notre ère, sous la dynastie des Shang, la première dynastie chinoise, à partir de laquelle l'expansion de ce noyau s'est réalisée d'abord dans le nord de ce qu'on appelle la Chine aujourd'hui, mais ensuite un peu partout dans toutes les directions, surtout vers le sud, pour atteindre finalement la forme de la Chine d'aujourd'hui avec l'intégration du Tibet, on l'a mentionné, en 1950. Bon, cette Chine dynastique, n'est-ce pas, elle a connu une période très intense avec les dynasties dites Han, qui vont en gros de 200 avant notre ère jusqu'à 220 après notre ère. Les habitants de ces dynasties ou de cette époque, on les appelle les Han-gens, les gens Han. Ils occupaient donc ce qu'on appelle encore aujourd'hui la Chine des 18 provinces. Aujourd'hui, la Chine, elle en compte 21 provinces, auxquelles il faut ajouter 5 régions autonomes. Ça comprend le Xinjiang, le Tibet, la Mongolie intérieure, mais aussi 4 municipalités immenses, Beijing, Tianjin, cet avant-port de Beijing, de Pékin, bon, donc Shanghai et Chongqing, formés plus récemment en 1985. Bon, cette Chine, on peut la concevoir comme étant constituée ou formée autour d'un grand triangle. C'est une vision de l'esprit, bien sûr, mais qui permet de revoir un peu la carte de la Chine de façon schématique, avec deux côtés montagneux, ce qu'on appelle les marches montagneuses et sèches, au nord et au sud, et puis la façade centrale qui donne sur la mer, la façade Han. Les angles, les points d'ancrage de ces trois côtés du triangle, ce sont au nord la confluence des fleuves Heilongjiang et Wusuli avec la Russie, n'est-ce pas? Le clé de voûte des montagnes d'Asie centrale, le Pamir, et puis bien sûr au sud la frontière sino-vietnamienne ou si vous voulez même l'île de Hainan. Bon, les deux façades extérieures, ce qu'on appelle les façades des marches de la Chine, ce sont d'abord en premier lieu la façade des grands déserts du Nord avec 5 voisins, la Russie, la Mongolie, les anciennes républiques soviétiques que sont la Kazakhie, la Kirghizie et la Tadjikie. Cette région est beaucoup plus froide, elle est peu arrosée, surtout à l'ouest où elle est d'ailleurs très très peu peuplée, on est dans le monde des déserts, je l'ai dit. Elle comprend donc au nord la Mandchourie, et en particulier la province de Heilongjiang à la frontière, une région dans ce cas-ci semi-désertique, plus peuplée que ce qu'il va y avoir à l'ouest, parce qu'à l'ouest, c'est-à-dire au-delà du massif du Grand Khingan, là où il y a les grands plateaux désertiques, la Mongolie intérieure, c'est-à-dire le Ney mongol, et l'autre république autonome de Ningxia, et puis le Gansu et la grande république autonome, la plus grande, du Xinjiang. Pour se rendre là, on a traversé les grands déserts de Gobi et de l'Ordos. On a même été mis en présence, de la grande boucle du Huanghe qui est venue se jaunir, n'est-ce pas, en recueillant le fleuve jaune, qui est venu se prendre ses couleurs dans le désert en recueillant les limons de ces grandes régions désertiques. Et puis donc, à l'extrême ouest, le Xinjiang, beaucoup plus grand, 2000 km de frontière avec notamment la Russie, et où on est ici en présence de grandes chaînes de montagnes, l'Altaï mongol, le Tian Shan qui culmine à plus de 7000 mètres, l'Altun Shan, toutes choses encadrant des grands bassins très désertiques, secs, le Dzungari, le Taklamakan, desservis par un réseau hydrographique endoréique avec notamment la rivière Tarim, d'où le nom du bassin de Tarim. On est ici au cœur du réseau de la route de la soie, des oasis avec notamment le point de rencontre de deux des grandes routes contournant les bassins secs avec Kashgar, qu'on s'appelle Kashi dans votre atlas. On est dans la région aussi des grands éleveurs mongols et ouïghours. Au sud, la façade des hautes montagnes, plus élevée encore. On est ici donc dans le domaine tibétain. Rappelez-vous Lhasa à plus de 3600 mètres, l'Himalaya à 8000 mètres. Un réseau de montagnes qui, bien sûr, baisse quand on se dirige vers l'est, c'est-à-dire vers le sud-est asiatique, où là, la chaîne est percée par plusieurs grands fleuves qui se déversent dans ce sud-est asiatique dont nous parlerons bientôt.
On est ici dans la source de presque tous les grands fleuves d'Asie. On l'a dit en parlant de l'Asie du Sud. On est ici dans une région où il y a plusieurs voisins, 8 voisins, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, 3 frontières avec l'Inde, de part et d'autre, donc du Népal et du Bhoutan, et puis finalement les voisins proprement sud-est asiatiques, que sont la Birmanie, le Laos et le Vietnam. On est ici aux confins du monde tibétain et du monde indien, mais aussi sur les versants sud-est asiatiques, dans une région où il y a des minorités partagées, c'est-à-dire les Miao et les Yao qu'on retrouve dans les pays du sud-est asiatique et qu'on retrouve aussi notamment dans les provinces du sud de la Chine, dont le Yunnan centré sur Kunming. Bon. Ensuite, finalement, le cœur de la Chine, la façade maritime, celle qui est ouverte, n'est-ce pas, sur le monde, celle des grands bassins alluviaux traversés par les grands fleuves, que sont le fleuve jaune, le Shanjiang et le Xikiang. Donc, ces 3 fleuves du centre de la Chine qui viennent tous de l'ouest, des hautes terres, c'est-à-dire des terres plus sèches. Et ce cœur de la Chine correspond aux basses terres irriguées, le monde des Han, le monde des paysans qui pratiquent donc cette agriculture que j'ai qualifiée d'agriculture du végétal, mais associée, il faut le souligner étroitement, à l'élevage du porc, du canard, du porc et aussi à la pisciculture, qui sont les éléments qui fournissent les protéines essentielles, n'est-ce pas? Mais très distincts des élevages sur stabulation libre qu'on connaît dans l'Asie centrale. C'est aussi le monde de l'ouverture partielle, de l'ouverture via les ports ouverts à l'échelle historique coloniale, n'est-ce pas, mais aussi avec des ports tels que Hong Kong, Macao et bien sûr aujourd'hui Shanghai de plus en plus réouverts sur le monde. C'est la façade où il y a les voisins, les cousins, n'est-ce pas, que sont la Corée, le Japon pas loin sur la mer, Taïwan aussi, des cousins qu'il faut qualifier de culturels, qui sont en quelque sorte des anciens cousins de la Chine, encore reliés et anciens et émancipés, bien sûr, si on pense au Japon, si on pense à la Corée, mais où, je rappelle, la littérature fondamentale, elle est commune à tous. Les érudits chinois, les érudits japonais et coréens savent lire les textes classiques chinois, tout comme, par exemple, les érudits de l'Occidental, en principe, savent lire les grands textes grecs et latins, n'est-ce pas? Bon, et aussi les voisins récupérés récemment, Hong Kong, Macao, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, et puis bien sûr ce fameux cas de Taïwan. Donc une façade beaucoup plus représentative de la Chine classique, de la Chine des Han, qui s'oppose aux 2 façades de l'intérieur, qui sont celles donc des anciens peuples conçus comme des barbares, les éleveurs, les peuples périphériques à la Chine du centre. La géographie de la Chine, on l'a laissé entendre, doit beaucoup aux grands fleuves qui traversent le pays. Il y a d'ailleurs, je vous signale dans votre manuel, un passage soulignant cette importance et faisant allusion à tous les grands fleuves ou aux 3 grands fleuves. Ici, nous nous consacrons surtout au Shanjiang, au grand fleuve. C'est ce que veut dire Shang, grand, Jiang, c'est fleuve, que l'on a longtemps appelé le Yangtze. Il s'agit du plus long et du plus puissant fleuve de l'Asie des moussons, 6000 km de parcours, un bassin de 2 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire plus de 20% du territoire de la Chine, un débit moyen de 34 000 m3/s, donc 3 fois et demi le Saint-Laurent pour vous situer, et des crues qui peuvent atteindre 83 000 m3/s. Les sources de ce grand fleuve se trouvent dans le monde tibétain, ici aussi, donc à la limite entre les provinces du Qinghai et le Tibet, ou plus exactement le territoire autonome. Le Tibet que les Chinois appellent le Xinjiang, X en passant, ça se prononce S en chinois. Ce fleuve donc traverse le centre de la Chine, le grand bassin le plus peuplé du monde en réalité, qui rassemble pas loin de 400 millions d'habitants. Les provinces principales sont une demi-douzaine de ces provinces, soit traversées, soit touchées par le bassin en question. 2 dans les Piémonts, en particulier donc le Tibet qu'on a mentionné, carrément montagne, et le Qinghai, mais dans les basses terres, le Sichuan, la province la plus peuplée de Chine, avec environ 115 millions d'habitants, ce qu'on appelle la plaine des 4 bras. Ensuite, la province de Hubei, en fait la partie sud de cette province, qui est très près de la province du Hunan, qui fait partie de son bassin elle aussi. Alors qu'ici, dans ce secteur de la basse plaine, le Yangtze roule sur ce que j'appelle il s'évase dans 2 grands lacs, le lac de Dongting et le lac de Poyang, avant d'arriver donc dans la province de Anhui et de celle de Jiangsu, au nord de Shanghai. Bon.
Parmi les villes importantes traversées, Chongqing au cœur du bassin du fleuve Rouge, Wuhan dans la région des lacs, et puis bien sûr Nanjing, la capitale du Sud, qui s'oppose à Beijing. Nan veut dire sud, Bei veut dire nord, et Shanghai. Bon, tout ceci est affecté par des crues, je l'ai mentionné, régulières, très importantes. Dans la ville de Chongqing, au cœur du bassin rouge, n'est-ce pas, c'est-à-dire du Sichuan, la plaine des Quatre Bras, le fleuve peut monter de 8 mètres à chaque automne à la période des crues, en pleine ville. Ça marque d'ailleurs le paysage de cette ville. Ce bassin rouge, c'est celui donc des Quatre Bras, c'est-à-dire le Sichuan, c'est-à-dire quatre bras, comprenant l'amont et l'aval du grand fleuve et les affluents que sont le Jialing et le Wu. À souligner donc l'importance des crues et des inondations aussi beaucoup loin à l'aval, y compris dans le Hubei. Bon. C'est sur ce fleuve que donc on est en train d'aménager le plus grand barrage au monde, dans un site grandiose, celui qu'on appelle le passage des Trois Gorges. Il y avait un barrage depuis longtemps, un peu à l'aval de ces gorges, qui s'appelait le barrage de Getsu, mais le barrage nouveau est maintenant donc en plein centre du cours inférieur, à l'amont des deux lacs qui ont longtemps servi à régulariser le débit du Yangtze de façon naturelle, n'est-ce pas, et à l'amont de la ville de Yichang, dans la province du Hubei. On est ici à quelques 600 km à l'aval, un peu plus de 600 km à l'aval de Chongqing, la grande ville donc de l'intérieur de la Chine, et à 1200 km de l'embouchure. Un barrage de dérivation a été construit en 1997 dans le contexte du grand chantier, n'est-ce pas, qui devrait être complété. Ce chantier, ce barrage est complètement fonctionnel en l'an 2009, alors que les travaux seront complétés et que de la plus grande usine hydroélectrique au monde. Le barrage aura 185 mètres de hauteur. Je vous rappelle que celui dont nous avons déjà parlé d'Aswan en avait 114. Le lac de retenue va faire plus de 600 km à l'amont donc du barrage. Ce sera le plus grand au monde. 40 milliards de mètres cubes d'eau. Il inondera donc une vaste région et dans un contexte donc où on est ici en présence du plus grand chantier du monde, mais aussi du plus grand bouleversement écologique que l'on puisse imaginer. Parce que les conséquences ici, on peut essayer de les résumer. Ça implique bien sûr une telle entreprise, une imposition d'un pouvoir central très fort en Chine contre toute contestation. De ce point de vue-là, dans l'histoire de la Chine moderne, c'est une espèce d'expérience nouvelle du pouvoir de Beijing d'imposer ses décisions sur le cœur de la Chine. Ça représente aussi un fantastique marché pour les pays industriels que ce chantier, puisque plusieurs multinationales, plusieurs pays, grâce à l'aide bilatérale ou même multilatérale, sont impliqués à titre d'ingénieur conseil notamment, dans ce développement de ce grand chantier. Bon, il y aura quand même des avantages présumés à ce développement, évidemment. D'abord, le débit, on l'espère, du grand fleuve sera régularisé et en principe, il n'y aura plus de grandes inondations dans la plaine centrale de Chine. Bien que, encore en 1998, alors que le barrage de dérivation avait déjà été construit, il y a eu d'immenses inondations dans le centre de la Chine, notamment liées au déboisement excessif du haut bassin. Rappelez-vous ce problème que nous avons souvent évoqué du problème du déboisement, de la déforestation qui n'est pas que tropicale, qui se fait également dans les pays tempérés. Ici, on est dans une région semi-tropicale et qui a donc des conséquences au niveau de la gestion de l'eau. Les conditions de navigation du fait de la régularisation du débit seront nettement améliorées à l'amont du lac de retenue, donc jusque dans le bassin du fleuve Rouge, parce qu'à l'heure actuelle, bien sûr, les navires peuvent se rendre jusqu'à Chongqing, les navires de mer. Ça va aussi générer une gigantesque production d'hydroélectricité, toutes choses qui sont bien sûr utiles à la Chine. Parmi les problèmes, cependant, il n'y aura plus, on le prévoit déjà, d'alluvionnement naturel de la plaine centrale qui a toujours été très alimentée, donc l'agriculture alimentée, par ces crues. Il y aura aussi des problèmes écologiques liés à cela, c'est-à-dire la biodiversité de cette plaine liée aux grandes inondations va être considérablement réduite. Il y aura des pertes, il y aura aussi sans doute des conséquences un peu imprévisibles du fait de ce changement des rythmes naturels et des inondations naturelles de la région des deux lacs, n'est-ce pas? 2 millions de personnes seront déplacées, seront relocalisées à cause de ce grand lac de retenue. Des villes entières seront englouties, comme par exemple Wangqiang, qui est à l'heure actuelle une des escales importantes pour les navires qui remontent le Yangtze. Et dans ce contexte-là, de nombreux vestiges historiques le seront également. Tout cela va coûter extrêmement cher. La Chine doit emprunter beaucoup pour construire cet immense barrage et ça crée des conditions d'endettement à l'endroit donc des pays industriels de ce point de vue. Et finalement, dernière remarque qui peut s'avérer un peu farfelu dans le contexte, mais qui à l'échelle de l'histoire doit être retenue, à savoir qu'un tel chantier est particulièrement vulnérable au point de vue stratégique. Un barrage comme celui-là
vous devinez que s'il est pris à partie, les conséquences sur une immense région de la Chine peuvent être catastrophiques. Avec l'Asie de l'Est, nous sommes en présence de la première frontière industrielle, c'est-à-dire la zone la plus en expansion sur le plan industriel dans le monde. Elle s'articule autour de pôles et de grands axes, dont les principaux sont bien sûr la mégapole japonaise, qui s'étale de Tokyo à Nagasaki dans l'île de Kyushu, qui est desservie par le corridor du TGV, le Shinkansen japonais. Deuxièmement, le triangle industriel coréen entre Séoul, Busan et Mopco, centré notamment sur l'industrie automobile et l'industrie navale. L'axe taïwanais sur le détroit de Formose, sur le versant ouest de l'île, donc face à la Chine, qui s'étale du nord de Taipei, donc jusqu'à Tainan et même jusqu'à Kaohsiung au sud de l'île. Et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, en Chine même, la Mandchourie et puis tout le littoral chinois. Nous reviendrons sur ce qui s'y passe à l'heure actuelle. Et bien sûr, là, loin à l'intérieur, le bassin rouge centré sur Chongqing. Bon, il faut aussi rappeler dans ce contexte le rôle central du Japon au plan financier et technologique dans le développement de tous ces pôles, de tous ces axes industriels. Et l'importance des capitaux assurés par la diaspora chinoise, c'est-à-dire ces communautés chinoises qui vivent en dehors de la République populaire, notamment à Taïwan, mais aussi dans le sud-est asiatique, à Singapour et même en Amérique du Nord. Dans un contexte, donc, ces capitaux sont investis de plus en plus dans le développement des zones franches, littorales, sur le littoral de la Chine. Mais s'agissant donc de la Chine et de ses pôles et des axes industriels, il faut évoquer quand même qu'il y a des régions anciennes, qu'il y a des régions qui, d'ailleurs, correspondent très souvent aux ports ouverts de l'époque coloniale. Ça comprend donc, on l'a laissé entendre, la Mandchourie, les trois provinces mandchouriennes, le Liaoning, le Jilin et le Heilongjiang à la frontière dont nous avons déjà parlé. Cela étant centré sur l'axe qui s'étale de Dalian à Harbin, l'axe de communication, et sur un cœur donc qui rappelle l'importance du charbon et du fer dans cette Mandchourie qui avait été convoitée par les Russes à l'époque de la construction notamment du Transsibérien à la fin du 19e siècle et par les Japonais, de la compétition donc entre les deux qui a mené à la guerre russo-japonaise et la victoire du Japon en 1905 et puis surtout à l'occupation de cette Mandchourie par le Japon de 1931 à 1945 dans un contexte donc associé au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale sur le versant pacifique. Bon, deuxièmement, en Chine toujours, l'axe Tianjin-Beijing dans la plaine du Nord, plus au sud, l'embouchure du Yangtze ou la basse vallée du Yangtze avec Nanjing et Shanghai, qui n'est pas vraiment sur la Yangtze, mais qui est au sud de son embouchure. Et loin à l'intérieur du pays, ce bassin rouge dont nous avons déjà parlé, centré sur Chongqing, plus de 6 millions d'habitants, cette ville à la confluence de la rivière Jialing et du grand fleuve, du Shanjiang, et Chengdu aussi toujours. Et puis finalement, dans l'extrême sud du pays, pas à l'extrême sud, mais enfin beaucoup plus au sud encore, Canton, dans la province de Guangzhou, et puis le delta de la rivière aux Perles, qui débouche donc sur Hong Kong. Bon, sur le littoral donc. Mais parlons-en de ce littoral, puisque c'est sur le long de celui-ci que les zones économiques spéciales, les zones franches, ont été ouvertes au pas de charge au tournant des années 70-80 et depuis lors. Toutes ces zones sont littorales et elles rappellent l'époque, en quelque sorte, des ports ouverts. Il s'agit donc de zones franches, très souvent, c'est-à-dire des zones dans lesquelles les entreprises étrangères peuvent investir dans des conditions spécifiques, où elles n'ont pas de taxes à payer, et puis où les salaires sont contrôlés, etc., et donc où les profits sont considérables et où, cependant, le pays qui les accueille, en l'occurrence la Chine, trouve à placer des gens et à avoir un bassin d'emploi considérable en développement rapide. Bon, ces zones franches importantes, dans le sud, surtout dans le Fujian et le Guangdong, qui ont été développées au début des années 80. Il s'agit d'abord de Shenzhen, derrière Hong Kong, la plus importante de toutes. Zhuhai, l'autre côté de la rivière aux Perles, près de Macao. Xiamen, plus au sud, dans le Fujian, face à Taïwan, un ancien port ouvert de Amoy, bénéficiant des capitaux taïwanais. Un autre ancien port ouvert, Swato, qu'on appelle Shantou aujourd'hui, dans le sud de cette province du Fujian. Et puis toute une série de villes côtières qui ont été ouvertes avec des zones franches industrielles, de Dalian dans le nord jusqu'à Beihai dans l'extrême sud, dans la province de Guangxi. Et puis finalement des zones économiques ouvertes qu'on a multipliées, comprenant des districts entiers ou des villes toutes tournées vers les exportations, tant dans la province de Hebei que dans ce qu'on appelle les deux
les deux péninsules de Liaoning et de Shandong dans le nord, et puis les deltas du sud, celui du Xinjiang, on en a déjà parlé, celui du Fujian, donc centré sur Shantou, et puis bien sûr le delta de la rivière aux Perles, qu'on a déjà mentionné à quelques reprises. Tout cela dans ce contexte où les conséquences de cet essor industriel, c'est que la Chine exporte de plus en plus de produits sur le marché mondial, que les exportations vers les États-Unis s'accroissent considérablement dans un contexte où il y a un déséquilibre qui rappelle ce qui s'est développé avec le Japon. On n'est pas encore là, mais c'est très marqué. Et ce qui rappelle aussi l'importance de l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Mais ceci dit, le principal axe industriel, c'est bien sûr l'axe japonais, c'est-à-dire qui est centré d'abord sur Tokyo et sa région, la région métropolitaine qui rassemble 30 millions d'habitants autour de la baie de Tokyo. C'est la plus grande conurbation au monde au plan démographique avec donc celle de Mexico. Et qui donne naissance donc qui est à la tête de cette mégapole qui s'étend jusqu'à l'île de Kyushu, jusqu'à Fukuoka et puis même à la limite jusqu'à Nagasaki, et qui rassemble quelques 100 millions des 126 et quelques millions d'habitants du Japon, donc la plus grande mégapole, qui comprend notamment les plaines de Kanto, c'est celle de Tokyo, déjà évoquée, celle de Nagoya, centrée sur l'industrie automobile, cette ville de Nagoya, Toyota notamment, la plaine du Kansai, c'est-à-dire le triangle qui rassemble le triangle urbain de Osaka, Kobe et Kyoto, y compris la ville historique de Nara. Parce qu'il faut souligner ici que cette conurbation, ou cet axe urbain s'étale sur 1000 km. Il n'est pas totalement urbanisé, bien sûr. Il y a entre ces villes des espaces agricoles, notamment de la riziculture, qui est très souvent jusqu'à la porte des usines. On passe au pied notamment du Fujiyama lorsqu'on fait ce parcours. Et ce réseau, donc, est centré, je le répète, sur le réseau du TGV, le Shinkansen, lequel est articulé d'ailleurs aussi vers le nord, au nord de Tokyo, et bien sûr vers la mer, les villes de la mer du Japon. Parce que les communications ferroviaires à travers le Japon jouent un rôle considérable, tout comme l'ensemble des infrastructures qui relient les îles, tant l'île de Honshu à Hokkaido, sous le tunnel de Tsugaru, un tunnel qui a été construit en 1988, 54 km, quelque chose d'un exploit encore plus considérable que celui du creusement du tunnel sous la Manche, n'est-ce pas? Et puis des ponts qui relient Honshu à Shikoku, et puis bien sûr un pont et tunnel qui relie l'île de Honshu à l'île de Kyushu, à travers le détroit de Shimonoseki. Toute chose qui souligne l'importance de l'occupation du territoire de ce pays, surtout sa congestion, malgré l'importance des domaines forestiers. Le Japon, quand on parlait des pays industriels qui conservent la forêt, les 2/3 du pays sont encore couverts de forêt. Mais le littoral, parce qu'il s'agit d'un pays montagneux, forestier, le littoral, lui, est très densément occupé et a amené, historiquement parlant, le Japon, surtout au XXe siècle, à se tourner de plus en plus vers le marché mondial et vers la délocalisation de ses activités industrielles. Si vous examinez quelque peu une carte de l'Asie du Nord-Est, par exemple dans votre atlas, vous allez remarquer à quel point la Corée est dans une situation de juxtaposition avec des grandes puissances. Cette Corée qui s'avance dans la mer, cette péninsule montagneuse coréenne qui s'avance dans la mer entre la mer Jaune et la mer du Japon, a en réalité donc comme voisin cette Chine, et bien sûr le Japon, juste au-delà du détroit de Corée, détroit de Tsushima aussi, on peut l'appeler, et aussi sur sa frontière nord, la Russie. Donc cette Corée est en position assez délicate, n'est-ce pas, entre des voisins pesants. Cette péninsule, sur sa façade occidentale, ou pardon, sur sa façade orientale, sur la mer du Japon, bénéficie de plaines côtières très étroites, beaucoup moins peuplées que celles sur les versants donnant sur le détroit de Corée et sur la mer Jaune. Ici, les plaines sont beaucoup plus larges, beaucoup plus densément peuplées, encore une fois, de part et d'autre de ce massif montagneux au centre. Cette péninsule, il faut le rappeler aussi, est adossée à la Mandchourie, cette Mandchourie qui avait été convoitée par le Japon, tout comme la Corée, puisque l'occupation japonaise de cette Corée remonte à 1910 jusqu'à 1945, donc 20 ans avant que le Japon n'occupe la Mandchourie, ils étaient déjà en Corée. À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la guerre, la péninsule a été divisée en quelque sorte suite au désarmement des armées au nord par les Soviétiques, au sud par les Américains, à la hauteur du 38e parallèle, une partition qui a été confirmée
en 1948, dans le contexte de la guerre froide, ayant mené, dans le cas de la Corée, à une guerre civile très dure qui a duré de 1950 à 1953, à l'issue de laquelle ont émergé deux pays, surtout deux régimes très différents. Une Corée du Sud qui se retrouvait dépourvue des infrastructures industrielles qui étaient pour l'essentiel restées au nord. Une Corée du Sud beaucoup plus agricole qui avait donc à se reconstruire et qui l'a fait notamment avec une aide considérable des États-Unis, à la fois dans le domaine agricole mais aussi dans le domaine industriel. Il y a une réforme agraire en Corée du Sud, comme à Taïwan et au Japon, financée par les Américains, qui a beaucoup aidé directement et indirectement à l'industrialisation. C'est-à-dire que la réorganisation des campagnes a généré une main-d'œuvre nécessaire à l'industrialisation, alors que l'agriculture elle-même a amélioré sa productivité. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on est en présence de deux pays fort différents. Un territoire au nord beaucoup plus montagneux, plus froid d'ailleurs, alors qu'au sud, territoire moins difficile, bénéficiant de meilleures infrastructures de communication. Une population presque le double, 47 millions au nord versus à peu près 47 au sud, pardon, versus 24 au nord. Un territoire un peu plus petit au sud, 100 000 km² environ contre 120, donc une densité beaucoup plus forte au sud, 470 environ contre 200 environ au nord au km². Un nord où l'industrie finalement s'est largement effondrée, elle qui était plus puissante avant la séparation. Aujourd'hui, encore 40% de la population sans doute vit de l'agriculture, contre à peu près 10 ou 15 en Corée du Sud, mais une agriculture qui au sud est beaucoup plus productive, alors qu'au nord, malgré la propagande, l'agriculture est largement déficitaire. Une industrie donc devenue archaïque, je l'ai laissé entendre, alors qu'au sud, elle est plus puissante. La Corée est l'un des 10 pays industriels les plus importants au monde, avec le résultat que le niveau de vie est fort différent. Au sud, un revenu per capita de sans doute 13 à 14 000 $ US, alors qu'au nord, c'est de l'ordre de 900, et que si on regarde l'indicateur de développement humain, on voit que la Corée du Sud est située à peu près au 30e rang, et que la Corée du Nord, on ne sait pas vraiment, mais c'est quelque part sans doute au 130e, au 140e rang. Donc un des pays pauvres du monde. Avec des problèmes considérables, résultant donc d'un régime stalinien, autoritaire, hérité de Kim Il-sung, un des derniers grands mégalomanes de l'histoire, de 1948-49 jusqu'à 1994. Il a été succédé par son fils, qui est à peu près du même acabit. Un Sud, quand même, qui a beaucoup souffert de la corruption. Un Nord qui s'est super militarisé, hyper militarisé, qui dépense probablement le quart de son budget. Alors qu'au sud, la Corée est quand même aidée par les Américains. Bon, je parlais d'un problème de corruption. Il faudrait surtout parler de la crise économique et les chaebols, c'est-à-dire les Zaibatsu version coréenne, des conglomérats ont eu des difficultés considérables, notamment Daewoo. Mais dans un contexte où la Corée peut sans doute se payer une reprise, ce qui est fort différent de ce qui se passe au nord, un pays quasiment en faillite, dont l'effondrement fait peur à tout le monde dans la région, avec des conséquences imprévisibles. Il faut se rappeler que la présence militaire américaine demeure importante au sud, le plus gros contingent hors du territoire américain. Si le nord s'effondre, ça va nécessairement nuire, en tout cas au moins à l'économie du sud, qui va nécessairement devoir aider. Il y a quand même une solidarité entre les Coréens bouddhistes, soit dit en passant, majoritairement des deux côtés. Et s'il y a une réunification, là aussi, ça va coûter extrêmement cher au sud, probablement plus cher que la réunification allemande n'avait coûté à la République fédérale. Tous les littoraux du Japon, de la péninsule coréenne, de Taïwan et surtout de la République populaire de Chine sont largement percés de baies permettant l'établissement de ports. C'est le cas donc de la formidable baie de Hong Kong sur laquelle s'est établie l'une des villes les plus spectaculaires au monde. Le territoire qui correspondait autrefois à une colonie qui a été rétrocédé à la Chine en 1997, celui de la région administrative spéciale de Hong Kong, couvre quelques 1000 km², rassemble près de 7 millions d'habitants, pour la majorité bien sûr à 98% au moins des Chinois, mais dans un contexte où les langues parlées sont non seulement le cantonais, cette langue du sud de la Chine, mais aussi le mandarin, la langue nationale, et bien sûr l'anglais. L'ensemble est composé d'une île, l'île de Hong Kong proprement dite, d'une péninsule continentale qui s'appelle la péninsule de Kowloon, derrière laquelle il y a des ensembles qu'on appelait autrefois les nouveaux territoires. Ça comprend aussi des îles au sud de Kowloon.
La position de cet ensemble est résolument tropicale, en ce sens qu'on est un peu à l'intérieur du tropique du Cancer, dans une région qui est largement exposée aux typhons. Ce qui est d'ailleurs remarquable dans le contexte de la région, c'est qu'il y a de nombreux abris contre les typhons pour les navires, on appelle ça des typhoon shelters. Bon, la baie, cependant, de Hong Kong est largement abritée. Elle est en partie, comment dirais-je, fermée par des îles et elle est un peu au nord de l'estuaire de la rivière aux Perles. Bon, cette localisation remarquable, elle a fait l'objet de l'attention des Britanniques, notamment dans le contexte de la guerre de l'opium entre l'Angleterre et la Chine de 1839 à 42, à l'issue de laquelle la Chine a dû céder l'île de Hong Kong à l'Angleterre. En 1860, les Anglais prennent possession de la péninsule de Kowloon, donc ils agrandissent leur domaine. En 98, ils louent auprès de la Chine des nouveaux territoires pour une période de 99 ans, ce qui a déterminé donc la date de ce rattachement en 1997. Du milieu du 19e à peu près 1950, les Anglais ont fait de cet établissement une zone franche commerciale. Hong Kong est devenu un lieu de transit de marchandises à très grande échelle. Et elle a donc connu, cette colonie de Hong Kong, une croissance démographique très forte qui a été accentuée au fil des vicissitudes politiques de la Chine et notamment même suite aux incidents de la place Tiananmen en 1989, là aussi, il y a encore eu de l'immigration vers Hong Kong. Bon, ceci dit, déjà, il y avait un accord qui avait été négocié entre la Chine et l'Angleterre en 1984, à l'issue duquel, donc, cet accord, on a convenu que l'Angleterre, ou le Royaume-Uni plus exactement, allait rétrocéder à la Chine l'ensemble de la colonie en 1997, ce qui donc a été fait dans un contexte où la Chine a promis de garder à ce territoire un statut de région administrative spéciale dans un contexte capitaliste pendant au moins 50 ans. Ce qui est d'autant plus important que Hong Kong est résolument capitaliste. C'est un grand centre commercial d'abord avant tout, portuaire, un des grands centres portuaires de conteneurs sur le versant de la Chine, plus ou moins de la taille de Shanghai, compétition avec Singapour dans le sud-est asiatique, et aussi un grand centre aéroportuaire avec l'un des plus grands aéroports au monde, très moderne, Chek Lap Kok, établi dans une île, ouvert en 1998. Ce qui souligne d'ailleurs que Hong Kong est le dixième à peu près commerce extérieur dans le monde, supérieur à celui du Canada, supérieur à celui de la Chine elle-même, et équivalent à peu près à moitié à celui de la France. Mais surtout un grand centre industriel, ce qui est un peu étonnant, parce que bien sûr Hong Kong n'a jamais bénéficié de ressources naturelles, mais a bénéficié d'une main-d'œuvre habile, d'autant plus habile qu'après la formation de la République populaire en 1949, de nombreux capitaux de Shanghai se sont réfugiés à Hong Kong, que donc la formation de la main-d'œuvre a été favorisée. Aujourd'hui, une petite électronique extrêmement prospère. Hong Kong est un des grands exportateurs d'appareils radio dans le monde. Aussi une industrie textile qui a su faire sa transition vers l'industrie de la confection, donc très articulée sur la mode. Une industrie lourde, puissante. Et surtout un grand centre de commande industrielle. Hong Kong est vraiment une plaque tournante, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe sur le littoral de la Chine, notamment dans un contexte de sous-traitance, d'utilisation de main-d'œuvre bon marché dans ces zones franches, à partir de capitaux gérés par Hong Kong, et notamment dans cette zone franche de Shenzhen et dans tout le delta de la rivière aux Perles. Un grand centre financier, donc, dont le poids économique brut est énorme, n'est-ce pas? Il faut se rappeler qu'en 1949, de nombreuses fortunes chinoises ont été rapatriées dans le contexte de la prise du pouvoir par les communistes à partir de Canton et de Shanghai, qui étaient les deux grands centres capitalistes du sud de la Chine, vers Hong Kong, qui en est donc devenu un grand centre bancaire, aujourd'hui une plaque tournante, n'est-ce pas, des transactions chinoises avec le reste du monde. Une plaque tournante aussi de la diversification vers les pays industriels des investissements bancaires, notamment vers le Canada. Rappelez-vous, il y a des représentants de la diaspora chinoise au Canada. Pays finalement où, enfin, une région administrative spéciale aujourd'hui très riche, un produit intérieur brut per capita en 90 de l'ordre de 24 000 $ américains par année contre 3 000 en République populaire de Chine en moyenne, une espérance de vie qui est supérieure de 7 ou 8 ans à celle de la moyenne chinoise et qui s'approche donc des moyennes des pays occidentaux, qui atteint donc presque, dans le cas de Hong Kong, 80. Une croissance économique annuelle qui a été tout à fait remarquable, de 1980 à 1997, une moyenne supérieure à 10 % à chaque année. Tout ça étant lié donc au développement en partie de ces fameuses zones franches. Rappelons que Hong Kong est situé sur le flanc sud de la Chine, que c'est vraiment
au cœur de la première frontière du développement du capitalisme industriel mondial, que Hong Kong est devenu un agent gestionnaire de la mondialisation de l'économie chinoise, y compris de la mondialisation des activités de Shanghai, son ancien grand frère, n'est-ce pas, et du développement notamment de la zone de Pudong dans laquelle les Hongkongois investissent considérablement. Bon, regardons d'un peu plus près la géographie de ce grand centre, un site unique, je l'ai laissé entendre, d'une splendeur naturelle assez frappante, mais aussi une opulence urbaine tout aussi frappante. L'île de Hong Kong est montagneuse, elle domine sa baie, elle est coiffée par un sommet qu'on appelle le Pic. La baie elle-même est très animée par des activités portuaires, elle est sillonnée par des nombreux traversiers, notamment le Star Ferry qui est très connu entre l'île de Hong Kong et Kowloon. Elle est aussi franchie par un tunnel, cette baie. Une baie qui est de plus en plus polarisée par les installations portuaires, cependant, et sur laquelle se situait, jusqu'à il y a quelques années, l'aéroport de Kai Tak, l'un des plus spectaculaires au monde, en pleine ville, littéralement. Les avions devaient véritablement se jeter au centre-ville. Bon, en 1998, on a déménagé tout cela sur une île. Je l'ai mentionné, Chep Lap Kok, un aéroport gigantesque, l'un des plus impressionnants au monde, construit au coût de 7 milliards de dollars, est très bien relié aujourd'hui par un pont à la terre ferme, mais aussi par tout un réseau de communication avec l'ensemble du territoire. Bon, donc malgré l'entassement, les communications sont efficaces. Il y a un métro, les télécommunications, bien sûr, sont à la fine pointe. Mais dans un contexte, il y a quand même une juxtaposition entre une richesse ou plutôt un confort très impressionnant dans le centre et les cités résidentielles périphériques, les villages même dans ce qui était autrefois les nouveaux territoires, et puis bien sûr la zone franche de Shenzhen et tout ce qui est à l'arrière, c'est-à-dire une des régions les plus polluées au monde par le développement industriel sauvage. Dans un contexte, donc, où je dis il y a un contraste entre l'opulence et même, sinon la pauvreté, la modestie, notamment celle des travailleurs étrangers qui travaillent dans Hong Kong même, dans la cité, comme travailleurs domestiques, notamment les Philippins et surtout les Philippines. Bon, un centre, ce qu'on appelle Central et Wong Chai, dans l'île de Hong Kong, pardon, qui correspond au Central Business District, au centre financier d'affaires, qui rappelle un peu New York, bien sûr, à cause des gratte-ciels tout à fait impressionnants, mais aussi la Chine, à cause, bien sûr, de la population qui parcourt ce secteur, est dominé par notamment le Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, la tour, quoi, ou le bloc, plus exactement, un gratte-ciel construit en 1985 à des coûts faramineux, et qui est d'ailleurs au cœur de ce qui correspond sans doute au skyline, comme on l'a dit, le plus bancaire au monde. Dans le cadre de nos petits modules transversaux, nous allons aborder un sujet d'un peu différent des précédents. Nous allons aborder un sujet carrément industriel, celui donc de l'industrie automobile dans le monde. Vous vous rappelez, on a souligné à l'occasion d'une de nos rencontres l'importance du pétrole comme première marchandise, comme première matière première échangée dans le monde. Le premier produit industriel échangé, c'est bien sûr l'automobile. L'industrie automobile, il faut se le rappeler aussi, est industrialisante, c'est-à-dire qu'elle occasionne à son amont et à son aval un très grand nombre d'activités. C'est, il faut le rappeler, un grand client de l'industrie minière, bien sûr, pour les matières premières qui vont servir à fournir les métaux, à produire les métaux. Donc, une grande cliente de la métallurgie que cette industrie automobile. Elle est elle-même une grande fournisseuse de contrats de sous-traitance, étant donné que les automobiles sont fabriquées de plus en plus par des contributeurs divers, on y reviendra. Elle est à l'origine de la nécessité du développement des infrastructures routières et vice-versa, n'est-ce pas? Vous comprenez? D'où l'importance du rôle de l'État. C'est l'État qui construit les routes pour faire rouler les voitures construites par l'industrie privée. Elle est bien sûr un énorme consommateur de carburant. Elle est donc indispensable à l'industrie pétrolière, qui lui est à son tour indispensable, d'où l'importance du commerce mondial de ce pétrole. Étant donné, on verra que les voitures roulent surtout dans les pays industriels, que le pétrole est produit surtout, en tout cas en surplus dans les pays peu industrialisés. Elle génère un commerce de détail considérable que cette industrie automobile, ne serait-ce que pour la vente des voitures, mais aussi tout ce qui suit l'entretien, et le maintien sur les routes de ces voitures. Elle génère, il faut le rappeler, l'industrie automobile des revenus énormes en taxes pour l'État, notamment les taxes sur le pétrole ou, si vous préférez, sur l'essence.
Et puis finalement, il faut quand même parler de l'ensemble de l'industrie de l'entretien des voitures, toutes choses qui nous permettent de dire que l'industrie automobile est l'un des plus importants employeurs directs et indirects dans le monde. Quelques chiffres concernant l'importance de sa production. Si on prend des chiffres récents confirmés, 1998, sur quelques 35 pays producteurs de voitures, il y en a une dizaine très, très importants qui produisent, excusez-moi, tous ensemble, environ 53 millions de voitures en 1998, dont 42 millions produits par les 10 principaux, avec bien sûr en tête les États-Unis avec environ 12 millions de voitures, le Canada 2, donc l'Amérique du Nord 14, le Japon qui est pas loin derrière les États-Unis avec 10 millions de véhicules, 2 millions pour la Corée, ensemble donc 12, Japon, vous voyez, Japon, Corée, Canada et États-Unis, c'est à peu près du même ordre, mais il faut quand même rappeler que c'est l'Europe qui est le premier producteur, si on parle de 3 grands pôles, plus de 16 millions de voitures, sinon on comprend que les principaux producteurs, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie et la Belgique, parce que la Belgique est un producteur important, surtout pour l'assemblage des voitures. Et puis le reste de l'Europe, parce qu'il y a plusieurs autres producteurs qui produisent quelques 2 millions de voitures. Donc, on est rendu à 18 ou quelque chose, ou 19 pour l'Europe. Il faut aussi rappeler qu'il y a 4 producteurs importants en dehors de ce domaine. Le Brésil, la Chine, la Russie et le Mexique qui, ensemble, produisent plus de 5 millions de voitures. Le Mexique, bien sûr, en appendice avec les États-Unis, un peu comme le Canada, d'ailleurs. Et il y a une vingtaine d'autres producteurs, comme l'Inde, l'Argentine, Taïwan, et même des producteurs asiatiques, tels que la Thaïlande ou la Malaisie. Mais ceci dit, il s'agit quand même d'une affaire de pays riches. Hein, la production, on vient de le laisser entendre, plus de 80% est surtout assurée dans les pays riches. Et le parc automobile mondial, il se retrouve aussi surtout dans les pays riches. Il faut rappeler qu'il y a en 97 ou 98, il y avait quelque chose comme 666 millions de voitures dans le monde, c'est-à-dire un peu plus d'une voiture pour 10 personnes, en moyenne, si vous voulez. Ça comprenait bien sûr près de 500 millions de voitures particulières et près de 200 millions de véhicules utilitaires, avec bien sûr les États-Unis qui ont presque le tiers du parc automobile, en tout cas avec le Canada, 200 quelques millions, 17 pour le Canada. L'Europe, encore plus, 243. Je vous donne des chiffres exacts pour 1997. L'Asie, 125, surtout le Japon, 69 millions de véhicules. La Corée et Taïwan, 14. Bon, bref, les principaux pays industriels que je viens de vous énumérer ici comptaient à peu près plus de 80% de l'ensemble du parc automobile mondial. Cela est d'autant plus marqué dans des pays comme les États-Unis, puisqu'ici, le nombre de voitures par 1000 habitants aux États-Unis en 1997 s'élevait à 760, presque une voiture par personne en moyenne. Au Canada, 557, au Japon, en France, un peu moins, Allemagne aussi. En Inde, pour vous donner un autre extrême, 6 véhicules par 1000 habitants. Bon, tout ça est assuré, bien sûr, par les grands constructeurs qui comptent parmi les plus importantes entreprises dans le monde. Vous savez, General Motors est la première entreprise dans le monde. Ford est une des premières. Toyota est quand même aussi une très importante. On y reviendra. Les productions de ces grands producteurs, c'est important de le souligner, sont de plus en plus diversifiées, d'abord au point de vue géographique. En ce sens que, si on prend le cas de General Motors, sur les quelques 8,2 millions de véhicules qu'elle a construit, cette entreprise, qu'elle a construit en 1997, il y en a 47% qui ont été construits à l'extérieur des États-Unis. Dans le cas de Ford, c'est 50% de sa production. Dans le cas de Chrysler, c'est Chrysler Daimler, c'est 40%. Toyota, c'est 29. Il y a des cas, cependant, beaucoup moins poussés sur ce plan-là. Volkswagen, remarquez, à l'échelle de l'Europe, compare aux États-Unis, c'est 47%. Mais Renault, Peugeot, c'est moins de 10%. Mais ceci dit, d'une façon générale, ça souligne la délocalisation très complexe de l'industrie automobile dans le monde. C'est-à-dire que l'industrie migre en fonction des contraintes de salaire, en fonction des marchés beaucoup. On essaie de construire en fonction des marchés. On construit des voitures aux États-Unis non pas pour vendre en Europe. On va les construire en Europe. Ford va construire en Europe pour le marché européen. Et en fonction, bien sûr, aussi des bassins technologiques et aussi des contraintes environnementales. Qui s'exerce d'abord dans les pays industriels. Et qui occasionne, il faut le souligner, de multiples fusions. Des fusions entre Chrysler et Daimler, Peugeot, Citroën, bien sûr, mais aussi Renault qui a acquis Nissan, Ford qui a acquis Mazda, en partie Volvo, etc. Mais aussi, surtout, des liaisons multiples entre producteurs. Ici, on pourrait parler d'endogamie, presque d'inceste. Il y a des participations croisées dans tous les sens, des joint ventures, des liens industriels et commerciaux qui font que, par exemple, GM fait de plus en plus fabriquer des moteurs par Honda pour son marché asiatique.
Si on prend le cas de Toyota, centré sur Nagoya, cette ville dont nous avons parlé tout à l'heure, qui a été un grand innovateur au point de vue des méthodes de production, Toyota entretient des liaisons avec à peu près tous les autres constructeurs japonais, ils sont nombreux, des liaisons surtout à l'étranger, entretient des joint ventures avec Ford via Nissan, avec Saab via Mazda, donc via Ford, vous voyez, en Europe, c'est dans le contexte de l'Europe. Il y a donc et aussi une entreprise comme Toyota entretient une diversification industrielle et commerciale considérable. Par exemple, fabrique des machines-outils au Japon et à l'étranger, impliquée dans la construction domiciliaire, la construction de marinas, dans les télécommunications, dans les accessoires pour fournir aux satellites, dans l'électronique, et pratique donc une délocalisation qui va en s'accroissant, toujours en fonction des marchés, des salaires et des contraintes environnementales, ce qui est particulièrement frappant dans le cas du Japon.